Rachid Benzine nous a rejoint, bienvenue à vous. Je le disais tout à l'heure, dans Les Yeux du Ciel, édition du Seuil, adaptée de votre pièce de théâtre qui a connu un franc succès. On va rebondir sur ce que vient de nous dire Slimane Zeguidour, si vous le voulez bien, Rachid Benzine, avec notamment ce nouvel attentat perpétré à Notre-Dame de l'Assomption, à Nice. C'est compliqué, au fond, de ressusciter ce passé pour nous dire que les deux rives sont intimement liées quand on voit cette actualité-là. Comment faire, selon vous ? Je pense que c'est important, comme vient de le rappeler Slimane Zeguidour, cette importance de l'histoire, la longue durée, parce que je crois que les gens sont véritablement parfois dans un déficit d'histoire et dans un excès de mémoire avec beaucoup de ressentiment de part et d'autre, beaucoup de malentendus et aussi beaucoup de folie avec des jeunes qui passent à l'acte au nom d'une idéologie. Ouais. C'est ça aussi qui est compliqué, c'est que ce que vous nous dites, c'est que donc pas de choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et la chrétienté. Pourtant, le jour d'une fête musulmane importante, Maoulid, la naissance du prophète, ce jeune Tunisien de 21 ans, arrivé à Lampedusa en septembre, va tuer des fidèles, égorger notamment une femme de 60 ans dans un lieu de culte, dans la maison de Dieu. Absolument, ça montre non pas le choc des cultures ou le choc des civilisations, mais le choc des incultures, le choc des ignorances, avec des jeunes qui n'ont aucun passé historique, aucune tradition, et qui d'un seul coup se retrouvent être les bras armés, je dirais, d'une idéologie, et d'une idéologie mortifère, à un moment où on se retrouve face à des gens qui sont en train de prier, donc ce qui est de plus intime dans la relation au transcendant. Et là, tous les Français et les musulmans du monde entier se trouvent blessés, meurtris par cet acte-là. Et vous, les révolutions arabes, les révoltes arabes de 2011, notamment la Tunisie, il en est question dans votre roman indirectement. Vous nous plongez dans l'univers d'une prostituée qui, en fait, à travers son regard, nous révèle les maux de la société. Elle incarne, au fond, le corps d'un monde arabe malade. Mais revenons quand même sur ce Tunisien de 21 ans. On ne va pas juger l'aboutissement ou pas d'une révolte, en l'occurrence la révolution tunisienne, à l'aune de ce que fait ce jeune terroriste. Mais tout de même, moi je me dis, ce que personne ne révèle, c'est que quand Ben Ali est parti en 2011, c'est bien ça, en janvier 2011, il avait 11 ans. Il avait 11 ans, et 10 ans après, la révolution, elle aboutit à ça, un jeune un haraga qui part pour commettre l'irréparable. Tout d'abord, des jeunes qui partaient avant la révolution, il y en a toujours eu, il y en a eu après, mais ça montre bien aussi qu'une révolution, ça met du temps à se mettre en place. Une démocratie se met du temps à se mettre en place, et il faut pouvoir, dans ces pays, que la jeunesse puisse trouver une place et ne pas être constamment dans cette obligation de partir. Qu'est-ce qui a échoué en 10 ans? Pourquoi lui en 10 ans, 10 ans sans Ben Ali, avec une Tunisie démocratique, disons-le, ça c'est incontestable, avec des élections, avec le pays le plus laïque du monde arabe, disons-le, comment lui-même arrive à ce point-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous, en Tunisie? Il y a plusieurs processus. Tout d'abord, c'est un Tunisien, alors il faut aussi regarder l'ensemble. Il y a aussi beaucoup de réussites, notamment dans ce pays, des gens qui restent dans ce pays, qui mènent le combat sur place et qui veulent un avenir, en tout cas, de cet espace maghrébin. Et d'autres qui innovent et qui entreprennent quand elles arrivent de ce côté-ci de la Méditerranée. Il y a des gens, parfois, dont on ne saisit pas du tout le parcours, parce que, d'après ce que nous avons entendu, ses frères n'ont pas du tout, je dirais, le même parcours que lui. Qu'est-ce qui fait qu'un individu, à un moment, quitte sa famille et se transforme en monstre? Et ça, c'est une question qui nous est posée. Nous n'avons pas aujourd'hui de réponse. Simplement, ce que on peut dire, c'est qu'il faut une justification morale, un acte moral, une justification idéologique pour passer à l'acte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle personne a-t-il rencontré, ce jeune, pour pouvoir passer à l'acte? Mais très court, parce que j'ai envie qu'on parle de votre roman, Rachid Benzine. Pourquoi c'est la France qui est visée aujourd'hui? Pourquoi la France est visée? Tout d'abord, je pense que notre rapport tunisien, marocain, algérien avec la France est quelque chose de fondamental. Et en même temps, c'est un pays où il y a cette expression, je dirais, de la liberté, et que parfois, ces idéologues veulent s'en prendre à cette liberté d'expression. Alors, ce roman, d'abord, pourquoi est-ce que vous avez voulu l'adapter en roman? C'était votre pièce de théâtre? Oui, en tout cas, ça s'est passé comme cela. Parfois, on ne sait pas, et je ne le sais toujours pas pourquoi j'ai voulu, mais simplement, j'ai voulu prolonger quelque chose qui a duré à un moment au théâtre avec l'actrice palestinienne Hiem Abbas, et j'ai voulu en tout cas prolonger quelques éléments qui étaient déjà là dans cette pièce pour donner à voir, je dirais, une plus grande focale à ces révolutions.
Alors, vous transposez donc votre pièce de théâtre dans cette narration. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Est-ce que vous appuyez encore un peu plus sur ces confidences, sur en fait, toutes les frustrations politiques, religieuses qui surgissent dans une société arabe aujourd'hui? Absolument, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Nour, c'est une prostituée, elle le dit, sa mère était une prostituée, et donc elle a une fille qui s'appelle Selma, et elle doit vivre pour justement donner les moyens à sa fille de pouvoir continuer les études. Et donc en se mettant à nu, elle met à nu toute une société, avec à la fois ses espoirs, mais en même temps ses hypocrisies. Nour reçoit dans ce petit appartement à la fois le gouverneur, où on voit le pouvoir qui est en train de tomber, mais elle ressent aussi les nouveaux maîtres, à savoir les islamistes, et elle le dit à un moment, les islamistes et la dictature, c'est exactement la même chose. Elle le dit, mon lit peut en témoigner. Ouais, Nour qui veut dire lumière en arabe. Laïla Alaoui, Laïla Alaoui, pardon, Christine Alaoui. D'ailleurs, Laïla Alaoui, on le sait, était venue dans Maghreb Orient Express nous parler de ses travaux artistiques. Quand vous voyez tous ces attentats, Christine Alaoui, on imagine que ça fait ressurgir des moments douloureux. On voit que l'Afrique subsaharienne est particulièrement touchée. Bamako, Ouagadougou, Paris aujourd'hui, il y a eu Bruxelles, une longue litanie. Comment vous réagissez quand vous dites ça dans votre chair? Et déjà, je trouve qu'on ne parle pas assez des musulmans eux-mêmes qui sont touchés par ces attentats, ma fille en premier, et les Africains. Et voilà, on parle beaucoup de ce qui se passe en France et dans les pays européens, mais pas assez dans les pays africains qui souffrent beaucoup de ce fanatisme. Ce fanatisme, Rachid Benzine, encore une fois, vous qui êtes islamologue, politologue, quels sont les leviers? Certains aujourd'hui disent en France qu'il y a la question migratoire, que la France ne peut pas accueillir tout le monde. Sur quel levier la France peut-elle jouer? On sent que même les services de renseignement sont pris au dépourvu. Ouais, je pense que la question du fanatisme est une question très complexe, puisqu'elle a à voir à la fois avec une défense d'une vérité que l'on veut absolue, donc on se réapproprie quelque chose qu'on ne devrait pas s'approprier, que ce soit la figure du prophète, ou Dieu, avec une sacralisation d'une vérité. Ouais. Et c'est là la profanation, c'est-à-dire l'idolâtrie. Il y a une idolâtrie, c'est ça. Il y a une idolâtrie de sa ouais. propre représentation. Et donc, du coup, à partir du moment où la représentation que l'on a de Dieu ou du prophète est sacrée, qu'on pense que c'est la vérité, là, pour moi, il y a de l'idolâtrie. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont dans le ressentiment. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans la haine. Et d'un seul coup, ils trouvent une justification religieuse pour passer à l'acte. Ouais. Et donc, les leviers, c'est quoi? Les leviers, tout d'abord, je crois c'est d'abord la question de la sécurité. C'est la question, je dirais, de l'information. C'est la question de la communauté nationale française. De la coopération de la aussi coopération, et puis surtout, comment faire société ensemble, alors que les uns et les autres, on cherche véritablement à ce qu'il y ait un divorce. Donc là aussi, il faut être très attentif au discours de rupture. Et face aux ruptures, face à, je dirais, aux gens qui, de part et d'autre, cherchent la confrontation, il faut absolument chercher l'unité, malgré toutes les blessures que l'on peut avoir dans une société.